Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la crise politique en Guinée-Bissau. Va-t-on vers un dénouement? Ce qui est sûr. Après plusieurs mois de blocage, l'espoir peut être permis avec les résolutions prises le 14 avril dernier à Lomé au Togo par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui sont réunis en session extraordinaire sur la Guinée-Bissau. Selon un communiqué final d'ailleurs à l'issue du sommet, le président José Mario Vaz a nommé un premier ministre de consensus, Aristide Gomes, c'est son nom. Il a également annoncé la tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. Ces mesures peuvent-elles s'avérer suffisantes pour sortir ce pays d'Afrique de l'Ouest de la crise politique dans laquelle il s'est empêtré depuis août 2015? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mamadou Seck. Mamadou Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du programme de démocratie, processus électoral, démocratie à Gorée Institut, une institution qui a donc guidé ou qui a initié ou qui a fait la médiation dans le cadre de la relance du dialogue politique en Guinée-Bissau avec l'accompagnement de l'ambassade du Canada. C'est bien cela. C'est bien cela. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Thior, journaliste. Mamadou Thior, merci d'être avec nous et bienvenue. Au plaisir, Diallo, de revenir pour cette émission. C'est peut-être la fin de la crise politique en Guinée-Bissau. En tout cas, on l'espère, un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomes, quelques heures après sa nomination par le président José Mario Vaz, a pris ses fonctions ce lundi avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre, mais également de former un nouveau gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont réunis donc le 14 avril dernier sur la situation dans ce pays. Retour sur cette rencontre avec Amadou Sabarba et regardez. Au cours de ce sommet extraordinaire, le président bissau-guinéen a informé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile, de la nomination d'Aristide Gomes comme Premier ministre de consensus. José Mario Vaz a également annoncé la tenue des élections législatives le 18 novembre prochain. En outre, la conférence a pris note de ce que l'ensemble des acteurs politiques a également décidé de l'ouverture du Parlement le 19 avril prochain pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la commission électorale et de la prorogation de la législature. Les chefs d'État ouest-africains ont ainsi appelé l'ensemble des acteurs à travailler pour ramener la stabilité dans le pays. Afin de s'assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures, la conférence des chefs d'État qui a mis en place un comité de suivi composé du président guinéen Alpha Condé, de son homologue togolais ainsi que du président de la commission de la CEDEAO. Après avoir pris fonction ce lundi, le tout nouveau premier ministre guinéen a déclaré que la réussite de sa mission républicaine dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration qui lui seront manifestées par le président de la République et par toute la classe politique. Rappelons que la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti au pouvoir auquel le président Vaz appartient également. Un récit de Amadou Sabarba. Mamadou Thior, d'abord, quelle appréciation faites-vous de ces mesures annoncées par le président bissau-guinéen José Mario Vaz? Il faut y aller dire qu'enfin, peut-être que c'est véritablement la sortie de crise qui n'a que trop duré, parce qu'on a assisté à un jeu de yo-yo entre le président Vaz, le PAIGC, qui reste la force majeure en Guinée-Bissau. Et vous avez vu que le président José Mario Vaz a joué un peu à cache-cache avec le PAIGC en nommant des premiers ministres comme Bassirou Dia, qui ne faisait pas l'affaire, qui ne faisait pas le consensus. Tous ces gens-là étaient récusés par le PAIGC, un peu le PRS qui est son allié. Aujourd'hui que bon, le président Vaz est revenu certainement à de meilleurs sentiments, même si peut-être il a nommé Aristide Gomes, du moins malgré lui. Je pense que
le nouveau Premier ministre l'a reconnu d'ailleurs, sa réussite dépendra de la confiance que vont lui manifester ces deux partis. Parce que sa confiance découlera surtout de ces deux partis-là. Parce que là, il doit mettre en place un gouvernement de consensus et on verra dans les jours à venir ce que ce gouvernement-là va avoir comme représentant. Est-ce que ces deux partis qui noyautent, il faut le dire, hein, le paysage politique bissau-guinéen vont cette fois-ci savoir raison garder? Mamadou Seck, José Mario Vaz, finalement, qui lâche du lest et qui nomme, comme l'a rappelé Mamadou Thior, malgré lui, Aristide Gomez, nouveau Premier ministre, ce consensus, qui était d'ailleurs au centre de l'accord de Conakry. Aujourd'hui, est-ce que cet accord peut être ou peut connaître un succès, puisque ce n'est pas la première fois que les facilitateurs et protagonistes arrivent à trouver un compromis pour sortir ce pays de la crise? C'est vrai que c'est presque un éternel recommencement. C'est à croire que la Guinée-Bissau est prise par la malédiction de Sisyphe, quoi. Le plaisir de toujours refaire le même effort vain. Mais je pense que c'est une embellie. C'était inespéré d'ailleurs, puisque il avait nommé un Premier ministre il y a juste au mois de janvier, hein, en fin janvier, un Premier ministre était déjà nommé, et là on vient nous mettre sur la table un nouveau Premier ministre, Mbalo. Donc je pense que ça peut être des perspectives positives. La seule difficulté, je pense, c'est de gérer le groupe des dissidents au sein du PAIGC. Et il faut les gérer puisqu'il y a des sanctions qui sont tombées. Il fallait geler leurs biens, leurs avoirs à travers un peu le monde, et puis cette interdiction de sortie du territoire, etc. Alors que quand même, ils ont une forme de représentativité. Mais comment gérer ces dissidents? Est-ce qu'il ne fallait pas gérer d'abord, régler ça préalable? Exactement, c'est là où il y a quelques difficultés dans la mise en œuvre. Mais je pense que, comme l'a dit mon homonyme Mamadou, il faut un gouvernement d'union nationale, il faut un gouvernement d'ouverture, et je présume que dans les coulisses aussi, ils sont en train de gérer cette problématique-là. Sinon, ils risquent encore de faire face à un blocage en vue des élections législatives. Si on sait que même ces élections-là aussi sont à enjeu, puisqu'on est dans un système parlementaire où c'est la majorité qui désigne un Premier ministre. Alors, si le PAIGC rafle encore, alors qu'à la tête de l'État, on a toujours le président, on risque encore de faire face à des blocages si on sait que c'est de ces blocages-là, de ces difficultés qu'il y a entre Domingo Simões Pereira et le président, c'est de ces blocages-là qu'on a connu cette crise politique. Donc, il pourrait encore, le PAIGC, abattre sa carte en désignant encore Domingo Simões Pereira en cas de majorité, et encore on risque de revenir à la case départ. Donc, il faut s'inscrire dans cette approche prospective, là, anticiper sur les éventuelles difficultés pour pouvoir y faire face. Mamadou, les difficultés, on y reviendra certainement avant la fin de cette émission. Déjà, il n'était pas attendu par par le PAIGC, José Mario Vaz, qui a nommé ce Premier ministre. Bon, malgré lui, on attend d'abord, vous l'avez rappelé, sa mission dépendra en grande partie de la confiance que va lui accorder le président, mais également les autres partis politiques. Dans ce cas de figure, comment doit la tâche qui s'annonce pour le nouveau Premier ministre Aristide Gomez? C'est une tâche ardue, hein, parce que là déjà, on annonce les législatives pour la fin de l'année. Et vous savez, il ne reste pratiquement plus qu'un an de mandat au président bissau-guinéen. Ça veut dire que pratiquement il a perdu 3 ans. Parce que quand il a été élu, bon, il a nommé Domingos Simões Pereira Premier ministre presque pendant 1 an, il l'a viré. Depuis lors, la crise s'est aggravée. Il a perdu, bon an, mal an, il a perdu 3 ans. Donc, ce que disait Seck, c'est réel. Si on va à ces élections législatives-là, si le PAIGC gagne vers la fin de l'année, ça veut dire que les 6 mois qui vont rester de mandat au président Vaz, ils vont encore l'emmerder. Parce que bon, aujourd'hui, le PAIGC est convaincu que José Mario Vaz, qui certainement a bénéficié de son onction pour être président de la République, n'a pas retourné la monnaie de la pièce, parce qu'à la limite, il le taxe d'ingrat. Parce que
quand il a été élu, il a voulu un peu mettre les bâtons dans les roues du parti, jusqu'à cette scission-là dont vous parlez, et qu'il faudra gérer avec tact d'ailleurs. Et je pense que, bon, ce qu'il faudra faire, c'est surtout ce groupe de dissidents, envisager de les intégrer dans le gouvernement-là pour calmer un peu tout le monde. Mais finalement, est-ce que c'est un problème de personnalité de parti politique et ce n'est pas finalement le système même politique qu'il faudra repenser en Guinée-Bissau? Oui, ça c'est vrai. C'est un système. Et il y a un autre problème en Guinée-Bissau, l'armée. Je pense que là, de ce côté-là, même ça s'est calmé. Mais vous savez, la Guinée-Bissau, pour un oui ou pour un non, les militaires font un coup d'État. On a assisté à combien de coups d'État en Guinée-Bissau? D'ailleurs, les gens disaient en caricaturant que quand les militaires n'ont pas de dépenses quotidiennes, ils font un coup d'État pour régler ce problème de dépenses. Donc là, ça s'est calmé depuis que Vaz est arrivé au pouvoir, mais il reste la classe politique qui est vraiment très divisée. Mais malgré tout, je pense que Vaz a manqué un peu de doigté en ignorant un peu la force que représente le PAIGC. Donc le PAIGC est revenu après peut-être la parenthèse du PRS avec Koumbayala. Donc le PAIGC est revenu et reste la force politique de ce pays-là. Et ça, s'il l'ignore, ça veut dire que véritablement, il manque de tact politique. Mamadou Seck, 18 novembre, c'est pour bientôt. Et puis la prorogation également des mandats de la législature. Mais l'un dans l'autre, est-ce qu'aujourd'hui il n'y aura pas un éternel recommencement tant que le système politique demeure à Guinée-Bissau? Alors, c'est deux éléments d'abord. C'est le système politique. Le rapport de l'Africain au pouvoir, c'est le chef, cette figure du chef-là, je pense, ne va pas souvent avec le système parlementaire qui est en cours en Guinée-Bissau, même si on ne fait pas du culturalisme, parce que nous sommes tous humains et que ce qui est valable pour le Portugal devrait l'être pour la Guinée-Bissau, parce que c'est un système hérité du Portugal. Ça, c'est un premier problème, c'est le système politique. On n'accepte pas de jouer le jeu de la démocratie jusqu'au bout. Parce que, toute chose égale par ailleurs, c'est juste le refus de se soumettre au jeu démocratique, tel que proposé par le système. Par ailleurs, c'est, je pense, Mamadou l'a dit, c'est l'armée. Parce que, et qui remonte à la guerre de libération. Aujourd'hui, l'armée, les anciens combattants se réclament d'une légitimité historique du fait qu'ils ont mené la guerre de libération. Mais l'armée a pris du recul depuis quelques années. Alors, justement, dans une note d'analyse que l'Institut Gorée avait proposée d'ailleurs, il y a un mois, on disait que le loup rôde toujours autour de la bergerie. Comme l'a dit Mamadou, il ne faut pas les enterrer. Parce que d'abord, l'Union européenne avait initié un programme de réforme du secteur de la sécurité en 2008, qui a été interrompu en 2010 par justement une crise. Les militaires, malgré tous les moyens déployés par l'Union européenne, par la communauté internationale pour réformer le secteur de la sécurité, ça a été interrompu par une crise. L'armée est sortie dans la rue. Et d'ailleurs, ce qui avait fait voir un peu les limites de cette réforme du secteur de sécurité. Et aujourd'hui, ce secteur de sécurité, cette réforme n'a pas été relancée. Donc, c'est inachevé. C'est un processus inachevé. Et on se dit, mais l'armée n'a pas encore fini de se transmuer en une armée qui répond aux normes et standards internationaux. Il y a trop de militaires. Il y a trop de militaires. Alors, on est à 4500 hommes et 1800 officiers, donc armée mexicaine. Et si on met le tout, on est à 10 000, anciens combattants compris. C'est dire qu'il y a trop de militaires, il y a trop d'officiers supérieurs pour une armée qui n'a pas assez de moyens et qui ne répond pas aux normes et standards internationaux. Il faut les, comment on dit, il faut les réformer et surtout les contenir pour éviter qu'il y ait des débordements. Mais dans un contexte de blocage, jusque-là on avait peur. On avait peur que l'armée ne sorte et puisse brandir la raison du blocage politique pour chercher à se positionner comme une institution, enfin un groupe qui viendrait un peu débloquer la situation. Donc, ne crions pas trop tôt victoire. L'armée reste toujours une force qui pourrait déstabiliser le processus. Ce n'est pas pour rien que l'ECOMUB est encore là et qu'on a toujours encore prorogé son mandat, la force d'interposition de la CEDEAO. C'est parce que justement, il faut qu'il y ait ce genre de force-là d'interposition pour calmer les velléités de l'armée. Mais on n'a pas encore fini. Maintenant, le troisième élément, c'est, comme l'a dit Mamadou toujours, on se rejoint sur le fait que
moi je dis, le PAIGC est à la Guinée ce que les confréries sont au Sénégal. On appartient à une confrérie et on se réclame de cette confrérie. Tout le monde est PAIGC. Et le PAIGC a fait naître de ses flancs tous les autres partis. C'est ancré dans la pratique politique et dans la sociologie politique bissau-guinéenne. Le PAIGC, quand le PAIGC va, la Guinée-Bissau va. Et le PAIGC aujourd'hui rencontre des difficultés, des dissidences, etc. Il faut aussi travailler à unifier, à faire que le PAIGC se stabilise et aussi répondre aux normes d'un parti politique moderne qui puisse se renouveler et tenir des débats internes fructueux et démocratiques. Mamadou Thior, finalement, c'est comme vouloir une chose et son contraire. Le système politique est là, la constitution clairement définie, mais rien n'est gagné d'avance, comme il l'a rappelé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, qu'avec le comité de suivi mis en place par la conférence des chefs de gouvernement de la CEDEAO peut garantir le succès ou le suivi comme il se doit de cet accord? Parce qu'il faut également qu'il y ait un suivi. Vous savez, le voisin guinéen avec Alpha Condé n'inspire pas trop confiance en Guinée-Bissau. Ça, il faut le dire ouvertement. Et bon, ils se disent qu'il doit d'ailleurs balayer chez lui d'abord, avant de donner des leçons en Guinée-Bissau. Ça, c'est un. Il faut aussi noter ce que Mamadou Seck disait tout à l'heure. On est dans un système où c'est deux taureaux dans un enclos. C'est-à-dire le système est fait de sorte que, avec le modèle parlementaire, le Premier ministre a une légitimité. Le président Vaz aussi a sa légitimité. Et bon, on sait qu'en Afrique, c'est le culte du chef. Donc le président Vaz est jaloux un peu des prérogatives qui sont dévolues au Premier ministre. Et ça d'ailleurs, tôt ou tard, il faudra que les juristes bissau-guinéens éclaircissent un peu cette situation-là. Parce que ce bicéphalisme-là est à l'origine un peu de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on voit le PAIGC qui bande des muscles, parce qu'ils se disent que bon, ils ont une certaine légitimité qui tiennent en faisant en sorte que le Premier ministre sorte de ses flancs. Et le président de la République, s'estimant quand même élu par le suffrage, se dit aussi qu'il n'est pas question qu'il se laisse doubler par un Premier ministre qui doit être sous ses ordres. Et ce qui pose problème, on le qualifie comme tel, le Premier ministre Aristo Gomez, comme un Premier ministre de consensus, alors qu'il n'était ni attendu par le PAIGC, ni attendu au fond par le président finalement. C'est un moindre mal, parce qu'on a vu que ça soit Bassirou Dia, Omarou Sissoko Embalo, ils ont été récusés. Quand on les a nommés, il y avait une levée de bouclier. Celui-là, c'est un moindre mal, parce que quand vous voyez Aristide Gomez, on dit qu'il est proche de l'ancien président qui a été assassiné dans des conditions atroces, Nino Vieira. Donc, certainement, tout ça, ça joue. Et que bon, il a une certaine sympathie auprès de certains caciques du PAIGC, et que ça l'aide un peu à le rendre plus ou moins acceptable par rapport à ses deux prédécesseurs immédiats qui ont été fortement récusés. Oui, Mamadou Seck, avec Aristide Gomez, c'est vrai que la tâche ne sera pas facile. Je vous rappelle qu'il a été d'ailleurs Premier ministre de 2005 à 2007. Alors finalement, sa tâche avant de conduire le pays aux législatives du 18 novembre, il y a une première mission qui l'attend d'abord, c'est former un gouvernement de consensus, vous appelez ça gouvernement d'union nationale. Comment doit-il réussir d'abord cette mission alors qu'il ne fait pas encore l'unanimité autour de sa personne? Il faut discuter, dialoguer. Je pense que la Guinée-Bissau a vécu un traumatisme qui l'oblige aujourd'hui à sortir de cette situation. Ils sont restés 2-3 ans sans Assemblée nationale. C'est beaucoup, c'est un vrai blocage politique. Et je me dis que c'est à l'image du Rwanda qui est sorti d'une situation qui les a obligés à ne plus retourner là-dedans. Je pense que quelque part, ça, c'est une ressource aussi à explorer. Il est obligé de ratisser large et d'avoir des personnes de consensus dans un gouvernement et s'inscrire juste dans une phase de transition. C'est dire que il faut clarifier les termes de référence et se fixer dans le moyen et court terme là, des termes de référence pour pouvoir tout de suite mettre en œuvre et arriver à organiser des élections législatives. C'est là où se pose le problème, parce qu'il y a depuis 3 ans, ces 3 dernières années, la crise, si vous le voulez bien, la crise inter-bissau-guinéenne, où
le dialogue inter-Bissau-Guinée était au point mort, au point que l'organisation régionale vole au secours. Est-ce que vous pensez qu'avec ce temps relativement court, les partis, les protagonistes vont arriver à désamorcer cette crise? C'est possible. Et je vous parle d'expérience. On a été en Guinée-Bissau au mois de janvier pour un programme de relance et d'accompagnement du dialogue politique, à la tête duquel on avait le président Dioncounda Traoré et des ambassadeurs et anciens colonels de l'armée, etc., de la CEDEAO. Et on a vu que le travail n'a pas été difficile de les rapprocher. C'est dire que donc il fallait juste quelqu'un qui puisse enclencher le processus et arriver à les avoir autour de la table. Et on a pu l'avoir en 5 jours. On a pu rencontrer les parties prenantes essentielles et on a pu pendant 2 jours les mettre ensemble pour discuter. Je ne pense pas que les Bissau-Guinéens actuellement soient dans des positions braquées, tranchées et qu'ils se tournent le dos les uns des autres. Il suffit sûrement d'un petit coup de pouce pour qu'ils puissent se retrouver, puisque ils ont quand même ils sont restés 3 ans, je le redis, sans fonctionnement efficace et efficient des institutions politiques. L'autre élément, c'est que on parle souvent du haut, mais il y a le bas aussi, les dynamiques qui viennent du bas. La Guinée-Bissau n'est pas traversée par toutes ces velléités djihadisme, etc. Il n'y en a pas. La Guinée-Bissau ne connaît pas de crise tribale, ethnique, etc. Et pourtant, c'est un pays qui fait partie des pays les plus pauvres. Mais le peuple bissau-guinéen est un peuple pacifique. Donc, c'est-à-dire que tout ça, là, c'est des facteurs qui peuvent, entre autres, faciliter, parce que les acteurs politiques, quoi qu'on puisse dire, mais ils ne sont pas désincarnés, hein, ils sont issus de communautés, de groupes, d'instances, d'institutions. Et ils ont aussi besoin d'un renouvellement. C'est-à-dire que c'est des opportunités comme ça qui peuvent permettre de renouveler le système, de renouveler la classe, de renouveler les dirigeants, et l'opportunité est là. Par ailleurs, il y a la pression internationale aussi. Il ne faut pas oublier que cette pression n'est pas vaine, elle n'est pas inutile. Et le fait que tous les regards soient braqués et qu'on pointe du doigt, puisque les sanctionnés, les 19 qui sont sanctionnés, ils ont aussi entamé un processus de communication, hein, pour convaincre que cette sanction n'a pas sa raison d'être, etc. Mais ils ont besoin de redorer leur blason aussi. Parce que pour la plupart, ils sont jeunes et veulent se repositionner. Donc tous ces éléments peuvent aussi être des éléments de lecture qui peuvent au moins nous augurer quelque chose de positif d'ici 6 mois. Il y a aussi que le temps pressant pour tout le monde, parce que je vous disais tout à l'heure que l'élection présidentielle c'est dans un peu plus d'1 an et que le président est resté pratiquement 3 ans sans travail, le pays bloqué. Donc des 2 côtés, qu'est-ce qu'ils vont présenter comme bilan au Bissau-Guinéen, si tant est que le PAIGC veut remplir comme parti majoritaire à l'Assemblée et que le président veut être réélu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de bilan, c'est 0, le pays est exsangue et le pays est bloqué. Donc il faut à un certain moment être réaliste politiquement et lâcher du lest. Et je pense que cette fois-ci, quand même, ils vont aller à un compromis qui arrange tout le monde. C'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Mamadou Seck, coordinateur du programme de gouvernance, démocratie, gouvernance politique et processus électoraux à Gorée Institute, une institution donc qui a facilité ou qui a relancé le dialogue politique en Guinée-Bissau avec l'accompagnement de l'ambassade du Canada qui a contribué à la relance. Voilà. Avec nous également sur ce plateau Mamadou Thior, journaliste. Merci messieurs d'être venus pour décortiquer avec nous cette forte actualité relative à la crise politique en Guinée-Bissau qui tend vers un dénouement, on l'espère en tout cas. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.